Bonjour et bienvenue dans cette émission du 12 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de la guerre entre Netanyahou et le Hamas, ou plutôt de la guerre menée par Netanyahou et le Hamas contre les peuples israéliens et palestiniens, à la lumière des pilules bleues et rouges de Matrix, en vous rappelant que j'ai publié sur mon blog un article passionnant d'un universitaire sur cette question, et notamment comment, à partir des cognitions qui nous habitent, mais qui nous sont évidemment déversées par notre environnement, nous pouvons aboutir à un rétrécissement du champ de vision qui nous fait tomber dans des réactions qui sont anticipées et espérées par ceux qui cherchent à nous influencer, dans le cadre de ce qu'on appelle désormais les guerres de 5e génération, c'est-à-dire des opérations militaires dans lesquelles c'est votre esprit qui est la cible, qui est le champ de bataille. Ou à l'inverse, si on résiste à l'hypnose, comment est-ce qu'on peut voir au-delà des apparences et des passions qui sont suscitées à très court terme pour essayer d'avoir une appréciation globale de la situation dans laquelle on se trouve. Alors évidemment, j'ai conscience de la sensibilité extrême du sujet. C'est un exercice périlleux pour moi que de me plonger dans l'actualité. Les anthropologues travaillent aussi, comme les historiens, comme les philosophes, comme les sociologues, dans le temps long. Et donc, j'ai fait cette gageure, j'ai pris ce choix de me confronter à l'actualité de jour en jour, étant donné la médiocrité terrible, mais aussi asservissante du traitement médiatique, mais évidemment avec des sujets qui sont tellement compliqués et tellement sensibles qu'on ne peut qu'être maladroit. Et ce sujet, évidemment, est très sensible à cause de la violence qui s'est déchaînée, mais également de ce qu'elle entraîne, c'est-à-dire ce rétrécissement du champ de vision. Alors j'ai déjà eu droit, bien sûr, à quelques critiques, mais je remercie celles et ceux qui me l'ont formulé, qui l'ont fait avec beaucoup de délicatesse et, je crois, d'appréciation pour le reste de mon travail, mais on m'a dit, en substance, vous ne comprenez rien à une situation beaucoup plus compliquée, restez dans votre domaine d'expertise, et j'ai été traité tantôt d'islamo-gauchiste, tantôt de suppo de la propagande israélienne. Et je ne suis évidemment ni l'un ni l'autre. Je rappelle que j'ai une certaine connaissance de ce qui se déroule en Palestine et en Israël, parce que j'ai de nombreux amis des deux côtés de ce qui est désormais un mur, en Cisjordanie et en Israël, et que je suis la situation sur place depuis une quinzaine d'années. Cela dit, je prends malgré tout le risque de faire cet effort et, ma foi, récolter quelques critiques au passage est vraiment un moindre mal par les temps qui courent, mais précisément pour essayer de donner en direct des clés de compréhension de ce qui se déroule, non seulement sur le terrain, mais dans toute cette caisse de résonance internationale qui est mise en œuvre actuellement. Et donc j'ai trouvé cette remarquable intervention de Madame Delphine Horviller, qui est rabbin et écrivain, et qui s'est exprimée quelques jours après l'odieuse attaque du Hamas contre Israël. Je vous laisse prendre connaissance de ses propos. On peut avoir une sensibilité très forte à la cause palestinienne et on peut être très critique du gouvernement israélien et pour autant aujourd'hui être révulsé, révolté par ce qui s'est passé parce qu'aucune cause, aussi juste soit-elle, ne peut justifier ces moyens-là. On peut et on doit, à mon sens, à la fois avoir un souci de la sécurité des Israéliens et avoir une reconnaissance de la souffrance des Palestiniens et une empathie pour leur combat et reconnaître leur droit à l'autodétermination, à d'autres conditions de vie. Enfin, tout ça, beaucoup d'entre nous, finalement, le partagent, même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord sur les moyens pour y arriver. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que la cause palestinienne mérite mieux que cette horreur, que cette organisation terroriste, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que cela, c'est une organisation terroriste. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de se réunir aujourd'hui les amis d'Israël, ou les amis de la Palestine, ou les amis de tel camp, ou les amis de tel autre. Je crois que le mot d'ordre doit être pour nous de réunir les ennemis de la terreur, les ennemis du terrorisme, les ennemis de la barbarie, tous ceux qui ne sont pas prêts à ce qu'on déshumanise l'autre pour ce qu'il est. Il ne faut pas de naïveté, il faut pouvoir mener ces deux combats simultanément. Mener un combat contre le terrorisme du Hamas et mener un combat pour retourner à la table des négociations, mais ne pas s'imaginer que l'un est une causalité de l'autre. Alors merci à cette dame pour cette intervention tellement importante. La pensée complexe, c'est ne pas occulter un pan de la réalité au profit d'un autre.
Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Jacques Attali a réagi, mais d'une manière à laquelle je peux souscrire, en disant « Par sa sauvagerie, le Hamas savait qu'il allait déclencher une réponse extrême et aveugle contre les habitants de Gaza, son bouclier humain. Il est donc responsable non seulement de ces crimes horribles en Israël, mais aussi des innocentes victimes palestiniennes de sa barbarie. » Et bien sûr, imaginer que le Hamas défend la cause du peuple palestinien, c'est une erreur de perspective absolument monstrueuse. Mais comme un internaute a fait remarquer à Attali, avec cette question, qui a joué la carte du Hamas pour éviter la création d'un État palestinien, vous voyez, le propos d'Attali est juste dans une analyse, j'ai envie de dire, rétrécie de la situation, mais si on n'englobe pas le fait qu'il y a effectivement un parti de la mort en Israël aussi, qui a tout fait pour que le Hamas développe ses activités, soit présent sur le terrain et attaque des citoyens israéliens, eh bien on passe à côté de quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc bien sûr, il s'agit de n'idéaliser aucun camp, surtout pas, mais également de voir qu'on essaye de nous faire croire qu'il y a une lutte des Palestiniens qui soutiennent le Hamas contre Israël qui se défend grâce à Netanyahou, alors que ça n'est absolument pas ça l'histoire. Alors, rappelons au passage que le Hamas n'hésite pas à tirer sur sa propre population, comme ça a été le cas le 31 juillet dernier, lorsqu'il y a eu des manifestations à Gaza pour la fin des privilèges et la démocratie. Là, oui, le Hamas n'hésite pas à tirer sur les Palestiniens. Et puis, évidemment, que du côté israélien, il y a actuellement à la tête d'Israël un des plus grands psychopathes de toute l'histoire contemporaine. Et c'est pas moi qui l'invente, je veux dire, c'est de notoriété publique. Donc, on sait qu'il y a eu des informations qui ont été divulguées comme quoi l'Égypte avait alerté Israël sur le risque d'une attaque imminente, et ça a été confirmé depuis à réitérées reprises. Et en l'occurrence, ceux qui ont effectué ces signalements du côté égyptien ont dit qu'ils avaient été extrêmement stupéfaits de la réponse carrément indifférente de Netanyahou. Et comme nous l'avons déjà souligné dans une précédente émission, il y a eu un ensemble d'anomalies sur le terrain. Des gens qui ont travaillé dans les services de renseignement ou à la surveillance de la frontière en question disent qu'il y a eu des choses totalement anormales. Par exemple, que les forces armées ont mis 8 à 9 heures à intervenir, alors même que dans toutes les procédures de sécurité, il est prévu des interventions immédiates, qu'il y a une surveillance de la frontière telle qu'on ne peut pas être pris par surprise, mais en plus que le Hamas avait publié une vidéo 3 semaines avant les attentats disant exactement comment ils allaient s'y prendre pour attaquer Israël, et donc, je veux dire, évidemment, après, il y a la théorie des catastrophes, c'est-à-dire qu'on sait que ça tombait pendant une fête religieuse et donc il y avait beaucoup de recrues de l'armée israélienne qui étaient en permission à ce moment-là. On peut imaginer qu'il y a eu des cyberattaques, donc entendez-moi bien, je ne saute pas à une conclusion, mais il y a des anomalies telles, et sachant qui est Netanyahou, que j'ai posté ça en réaction à un commentaire d'Idriss Aberkan qui soulignait que Haaretz, on y viendra dans une seconde, donc un grand quotidien israélien de gauche tirait à boulet rouge non-stop sur Netanyahou. Idriss Aberkan se posait la question, que savent-ils que nous ignorions ? Et j'avais ajouté quant à moi cette réalité que la terrible question qui se pose désormais au peuple israélien, c'est Netanyahou était-il informé de l'attaque terroriste immonde préparée par le Hamas et l'a-t-il laissé faire ? Alors, de nouveau, je crois que la presse est de nouveau tellement défaillante dans nos pays, elle est beaucoup plus vivante et pertinente en Israël. Et donc Haaretz disait, Israël est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui est accusé en justice, un criminel corrompu. Maintenant, il entraîne tout le pays dans une guerre dont personne ne comprend réellement les buts et quelle sera l'issue. Et en soulignant un autre article de Dmitri Chomsky, grâce à l'acheminement des millions de dollars qataris vers Gaza, avec l'approbation répétée de Netanyahou dans le cadre d'une politique délibérée et malveillante visant à enterrer la solution à 2 États, le Hamas a acquis des capacités militaires démesurées. Mais tout ça a été approuvé par Netanyahou. Et donc aujourd'hui, Netanyahou affirme que les frappes aériennes sur Gaza ne sont qu'un début, que ça résonnera pendant des décennies. Le ministre israélien de la Défense
a osé dire « L'armée israélienne lance une offensive à grande échelle, nous avons aboli toutes les règles de la guerre, nos soldats ne seront tenus responsables de rien, il n'y aura pas de tribunaux militaires ». Non, mais est-ce qu'on mesure l'horreur d'une affirmation comme celle-là? Est-ce que je dois rappeler des précédents dans l'histoire de gens qui se sont affranchis des règles de la guerre? Il y a un droit de la guerre, et Dieu merci, parce que la guerre, ça n'est justement pas d'attaquer des civils, de violer des femmes ou de tuer des enfants. Et quand le ministre de la Défense israélien, dans un gouvernement qui a laissé faire le surarmement de Gaza et qui a été extraordinairement défaillant au mieux quant à l'invasion, dit « nous nous affranchissons totalement des règles de la guerre », il y a quand même quelque chose qui doit aussi nous faire réagir. Non pas pour minimiser ou euphémiser les exactions du Hamas, mais parce qu'il y a là quelque chose d'inacceptable. Et donc arrête toujours. Une grande partie de l'opinion publique en Israël est tout à fait d'accord avec ce que je vous dis, a écrit dans un autre éditorial, les crimes de guerre peuvent être commis par des gens qui ont des kalachnikovs sur des camionnettes Toyota, mais également depuis les quartiers de la défense de Tel Aviv, depuis le siège d'un pilote d'avion de chasse ou d'un hélicoptère. Et l'on sait que Netanyahou a tout fait depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, au préambule duquel il n'avait cessé de verser de l'huile sur le feu pour mettre en échec toutes les possibilités de règlement pacifique du problème entre la Palestine et Israël. Et il avait, dans une capture vidéo cachée datant de 2001, mais qui est tout à fait identifiée, dit « Nous allons frapper les Palestiniens tellement rudement qu'ils n'auront plus envie de faire la paix avec nous ». Après, il a dit comment il allait s'y prendre pour mettre en échec les accords de paix d'Oslo, comment c'était facile pour lui de manipuler les Américains dès lors que de toute manière 80% des Américains soutenaient Israël, quoi que fasse Israël. Et donc, voilà, on est dans le résultat de ça. Et c'est de notoriété publique. Netanyahou a été accusé de corruption, c'est quelqu'un qui est profondément sanguinaire et belliciste. Il a même été traité par Nicolas Sarkozy, Obama et Clinton de menteurs pathologiques. Alors, c'est quand même des spécialistes, parce que Sarko, Clinton et Obama, question mensonge, ils en connaissent un rayon, mais même eux ont dit on ne peut absolument pas interagir avec ce type, tellement il est pourri. Voilà, donc la réalité, si on prend la bonne pilule, c'est que, hélas, Netanyahou, aujourd'hui, a eu ce qu'il voulait. Amélie Ismaili, qui est une journaliste tout à fait remarquable, résume dans cette publication « Les crimes barbares du Hamas lui permettent d'aller massacrer gaiement des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est bon, on peut se lâcher, des bébés décapités, des viols et autres monstruosités. Et entendez-moi bien, je ne les minimise pas une seconde, pas une seconde. Par contre, c'est exploité dans la pilule bleue pour donner le feu vert à un open bar pour bombarder une population entière prise en otage sans aucune possibilité de fuir et de faire quoi? De créer des générations de martyrs qui pourront à leur tour servir de caution pour aller commettre d'autres crimes barbares sur son propre peuple. Et voilà, c'est la guerre sans fin. Toute cette horreur est insupportable. Nul n'est besoin d'être complotiste pour savoir que tous ces charognards sont faits du même bois. On n'a plus qu'à prier pour que les voix de la paix résonnent parmi les peuples. Et c'est ça. Je veux dire, avec la bonne pilule, on comprend que Netanyahou, Hamas, c'est la même cause. C'est la cause de la haine, de la destruction et de la prise en otage de l'opinion publique. Avec après, bien sûr, toutes les incohérences et les compromissions de l'Occident. Emmanuel Macron qui disait en 2022 « Des bombardements massifs ont eu lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie. » Bouba demande du coup... Et merci à Ilan Gabay, jeune homme très courageux et sage, qui rappelle « Soutenir les civils palestiniens, ce n'est pas soutenir le Hamas. Soutenir les civils israéliens, ce n'est pas soutenir la politique colonialiste israélienne. Soutenir les civils, c'est simplement être humaniste. Et, combien de fois faut-il le répéter, on ne répond pas au terrorisme par le crime de guerre. » Voilà. Et il y a évidemment un problème longitudinal en Palestine qui est extrêmement compliqué. Gabor Maté, qui est lui-même un survivant de l'Holocauste, dont la famille a en grande partie été exterminée dans les camps de la mort, dit il y a quelque chose de profondément injuste. Il vit à Vancouver
Et il demande, qu'est-ce qui fait que moi, si demain je veux emménager en Israël, je suis accueilli à bras ouverts, et le collègue palestinien avec lequel je travaille, qui est exilé depuis 60 ans suite à ce que les Palestiniens appellent la catastrophe, c'est-à-dire la spoliation de leurs terres et le rétrécissement de leurs droits, lui ne peut même pas aller en visite sur le territoire où il est né. Et donc voilà, ça n'est jamais par des rétrécissements, par du fanatisme, par cette manière de nous contraindre à prendre absolument position dans quelque chose qui devient faux, parce qu'on perd l'autre terme de l'alternative, que la situation pourra s'améliorer. Et c'est effectivement le drame de la pilule bleue, c'est qu'on voit que le champ de compréhension, d'intelligence, de dialogue et de recherche constructive d'avancer vers quelque chose de meilleur est en train de complètement se rétrécir. Donc, soit vous niez les injustices et la souffrance des Palestiniens et la colonisation brutale qui a eu lieu au cours des décennies, soit vous prenez fait et cause pour qu'on puisse tuer des Israéliens, et il n'y a plus d'espace entre deux, qui est juste l'espace de l'humanité, du bon sens, de l'intelligence. Alors évidemment, nous rêvons tous, à part les marchands de mort, qui sont en train de fanatiser les opinions publiques, à une entente possible, mais encore faut-il des dirigeants qui soient capables d'avoir ce projet et cette intention pour leur population, plutôt que de les abuser dans quelque chose qui conduit uniquement à toujours plus de souffrance et d'injustice. Alors, il y a cette photographie qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de l'enfant juif et de l'enfant palestinien. C'est un montage, c'est cette photographe, Ricky Rosen, qui a créé cette photo. Ce sont en fait deux enfants israéliens, mais peu importe, l'intention était là et l'image est belle, pour rappeler que les enfants, ce sont les mêmes. Et je vous laisserai avec ces paroles d'une chanson de Barbara. Malheureusement, je n'ai pas le droit de reprendre un extrait de la chanson à cause des droits d'auteur, mais cette magnifique chanson, Göttingen, qui rappelle que les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen, mais également à Gaza ou à Jérusalem. Et vraiment, je nous adjure tous de résister à la tentation de prendre la pilule de mort qui est actuellement assénée à haute dose par les cercles médiatico-politiques mafieux qui sont aux commandes dans tous nos pays et qui sont de plus en plus en dérive dans un agenda où on comprend bien que cette escalade entre Israël et la Palestine n'est qu'un harcèlement de plus de l'opinion publique et des populations dans un long fil qui vise à conduire à l'extinction du droit des peuples à décider pour eux-mêmes. Demain, nous reprendrons la question de Matrix avec les caractéristiques de la pilule rouge. Merci.